Bonsoir à tout le monde. On ne reviendra pas sur ce que sont les palabres, on nous a déjà présenté. Donc on a écumé pendant 5 ans un certain nombre de librairies et de bibliothèques. Et là, on est heureux de dire oui à cette rencontre. D'autant qu'on a profité du passage d'Emmanuel Dongala dans le coin. Et ça aurait été dommage de ne pas accueillir celui qui est aujourd'hui, je pense, le pilier de la littérature congolaise. Et ensuite, au niveau, évidemment, de la littérature africaine. On en parlera d'ailleurs de littérature africaine. Est-ce que la sonate à Bridge Tower qu'on nous propose aujourd'hui va rentrer dans le patrimoine de la littérature africaine? Ou est-ce qu'elle doit rentrer dans le patrimoine de la littérature française ou européenne, hein? On en parlera tout à l'heure. Donc, ce soir, avant de nous présenter, nous, on a aussi on va dire un guest chroniqueur, qui est Mohamed Bougarsar, qui est auteur d'origine sénégalaise, qui est prix Kourouma 2015, prix Kourouma 2015 avec Terre Sainte. Donc je vous invite tous à découvrir Terre Sainte parce que c'est un petit joyau, c'est un petit bijou. Donc il va faire partie des prélabreurs, des chroniqueurs pour pouvoir échanger avec Emmanuel Dongala sur la sonate à Bridge Tower. À côté de ça, donc il y a Virginie Brinker qui est à ma droite, et à l'extrême gauche de l'autre côté il y a Toufat Moutar et moi Jos Dozen, et nous allons vous parler, parce que c'est là le principe des palabres, c'est qu'on reçoit quelqu'un avec qui on échange autour des livres, autour de son livre, mais surtout on essaie de vous faire découvrir des livres que nous avons lus, selon le thème, et le thème aujourd'hui c'est exister hors de chez soi, c'est bien ça. Et donc dans ce cadre de ce thème-là, nous avons choisi un certain nombre de livres que nous avons lus, et nous allons échanger sur ces livres-là que nous avons aimés ou un peu moins aimés. Et évidemment, sur ces livres-là, sentez-vous libre. Si je dis une bêtise, sentez-vous libre évidemment d'intervenir et de dire Jocelyn, tu l'as lu absolument de travers. D'accord? N'hésitez pas. Donc aujourd'hui, nous allons chroniquer Kofi Kaoulié, Le Nouvel An chinois, qui est paru aux éditions Zulma. Nous avons Imbolo Mboué, Voici venir les rêveurs, parce que je pense qu'il y en a certains qui ont dû en entendre parler parce qu'il a fait pas mal de buzz l'année dernière quand il a été publié. Donc nous allons parler aujourd'hui. Il y a un autre roman, Chicago. Je te laisse prononcer le nom de l'auteur égyptienne. Ala El Aswani, égyptien. Égyptien, ah ouais, en plus c'est. Bon, d'accord. Ça a l'air d'être un prénom féminin, mais c'est un prénom masculin. Un prénom masculin. Et donc ces livres-là, nous allons en parler, je n'oublie rien. Et Racine d'Amertume de Sosoumiem, que nous n'avons pas d'exemplaire là, mais nous allons vous en parler. Donc essayez d'imaginer la couverture. C'est joli. Elle est jolie la couverture. C'est édité chez mon petit éditeur. Voilà, chez mon petit éditeur. Le principe, c'est vraiment de vous faire découvrir des auteurs. Évidemment, Emmanuel Dongala, on le fera découvrir à très peu, mais on essaie d'en profiter pour justement lire d'autres auteurs et de vous les faire découvrir et de vous pousser à aller les découvrir. Pour démarrer, je vais demander à Mohamed de pitcher un peu. Pitcher, ah oui. Voilà, la sonate de Bridge Tower, avant qu'on laisse la parole à Emmanuel Dongala. Alors, prends le micro, si tu veux prendre le micro. Tu nous dis de quoi on va parler cet après-midi un peu, parce que moi j'ai mon avis là-dessus, parce que je pense que c'est un bijou, mais oui. Chacun d'entre nous aura l'occasion de dire ce qu'il en pense. Même si c'est peut-être la chose la plus difficile à faire pour ce roman, je vais essayer de le résumer assez rapidement. J'ai horreur de ça, parce que je crois qu'un roman, surtout de cette qualité-là, ne se résume pas vraiment. Alors, qu'est-ce que ça raconte, la sonate à Bridge Tower? Ça raconte simplement l'histoire d'une sonate. C'est la sonate la plus connue de Beethoven, le grand compositeur allemand du 19e siècle. Cette sonate, qui est la plus connue de Beethoven, la sonate à Kreutzer, en réalité a une histoire, sa véritable histoire. C'est qu'au départ, elle n'était pas dédiée à Rudolf Kreutzer, qui était un violoniste très connu du 19e siècle aussi, mais à George Bridgetower. George Bridgetower est un mulâtre, voilà, il est fils d'un esclave affranchi, originaire de la Barbade, et d'une européenne, d'une polonaise en particulier. Donc, le roman raconte un peu comment est-ce que ce George Bridgetower, à une époque où l'Europe est encore presque franchement raciste, où il y a encore des lois, où il y a l'esclavage encore en cours,
comment est-ce que ce mulâtre-là arrive néanmoins à faire une espèce d'ascension sociale par son talent musical? Comment est-ce qu'il arrive à entrer, à être en conversation avec les têtes couronnées de l'Europe, donc de la France, de l'Angleterre, mais aussi les têtes, non pas couronnées, mais bien faites de l'Europe, c'est-à-dire les Condorcet, les Lavoisier, et tous les grands esprits de cette fin, de ce début du 19e siècle. Donc ça raconte une histoire assez extraordinaire qui était tout à fait méconnue d'un jeune musicien métis qui arrive à être ami avec Beethoven et à se voir dédicacer sa sonate la plus célèbre. Sauf qu'évidemment... Justement, Beethoven avait donné ce livre. Oui, le roman est sous-titré Sonata Mulatica. Donc, c'est le titre que Beethoven a donné. Et Beethoven avait vraiment dédié la sonate à ce mulâtre-là. Et ce n'est que par la suite, par un concours de circonstances assez malheureux, par une brouille, une espèce de querelle. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur cet épisode-là parce qu'il y a beaucoup de questions qu'elle soulève. Mais après cette querelle, Beethoven, qui était un esprit un peu impulsif, extrêmement imprévisible, belliqueux, a biffé de la partition le nom de Brichtauer, et le biffant de la partition l'a également biffé de l'histoire. C'est-à-dire qu'en faisant disparaître son nom de la partition, il l'a tout bonnement fait disparaître de l'histoire. Et d'une certaine manière, Emmanuel Dongala essaie il fait un travail de généticien finalement. C'est que sur la partition, il fait un petit travail. Et il fait ressortir le nom de Georges Brichtauer, raconte son histoire, raconte ses pérégrinations dans cette Europe qui est en pleine mutation, puisque on a des mutations philosophiques, des mutations politiques. C'est l'Europe de 1789, de la Révolution française. C'est également l'Europe où il y a des mutations dans la pratique même de la musique, où de nouveaux compositeurs, jeunes et fougueux, arrivent et remettent d'une certaine manière en question les grands canons de la musique tels qu'elles avaient été fixés par des gens comme Handel, par exemple. Donc voilà, pour le résumer de façon extrêmement grossière et sommaire, voilà de quoi parle le livre, et on reviendra tout à l'heure par des questions. Avant qu'on revienne sur les questions, justement, le premier mot que j'aimerais d'Emmanuel Dongala, c'est sur cet aspect fiction historisée, fiction ou pas. J'aimerais bien que vous reveniez dessus. Quelle est déjà la dose de fiction? Pourquoi avoir intégré de la fiction dans une histoire qui est à la base une histoire vraie? Et puis quelle dose de travail il a fallu pour ça, pour exhumer toutes les archives? Je vais juste lire par exemple l'histoire de la brouille. Quand j'ai lu la documentation, tout ce que dit l'histoire, toutes les biographies de Beethoven disent, ils se sont brouillés pour une femme, pour une histoire de femme, point. Bon, c'est quoi cette histoire de femme? Ben voilà, le romancier prend pour remplir les vides. Voilà, c'est ça. Mais l'idée d'origine de parler de Brichtauer, parce que je rappelle qu'Emmanuel Dongala, donc il est d'origine congolaise, professeur de chimie et de littérature aux États-Unis. Et le livre, il se passe en Europe, entre France, l'Angleterre et Vienne. Oui, c'est vrai. Au moment en 1789. Donc, j'aimerais bien savoir les liens qu'il y a entre le Emmanuel Dongala et puis ce livre. Oh, c'est très simple. Alors, jusqu'ici, tous mes livres se passent au Congo. Donc, mon tout premier livre, Fusil dans la main, poème dans la poche, c'est révolutionnaire et tout ça. Et ensuite, j'ai écrit Jazz Even Palm, des nouvelles sur la corruption, la dictature au Congo. Puis j'ai écrit, Johnny Méchant, Les enfants soldats et une guerre que nous avons vécue dans les années 90 au Congo. Photo de groupe au bord du fleuve, ceux qui le connaissent, c'est le combat des femmes, etc. Alors, je me suis dit finalement, j'ai fait le tour de la question, j'ai parlé de la pauvreté, la corruption, la dictature. Bon, je me suis dit, il faut que je prenne une récréation, que je fasse autre chose, totalement autre chose, écrire sur quelque chose dont je ne connaissais absolument rien. Voilà, c'était ça l'idée. Donc, et il se trouve que, entre-temps, j'avais lu un court roman de Tolstoï qui s'appelle La sonate à Kreutzer.
C'est la même sonate. Mais ça n'a rien à voir avec mon histoire. C'est tout simplement l'histoire d'un homme qui est très jaloux de sa femme parce que sa femme joue cette sonate-là avec un musicien, un pianiste. Et quand les deux jouaient cette musique, ils s'entendaient tellement que le mari devient jaloux et il tue tous les deux. C'est ça c'est l'histoire de... Bon, mais je ne sais pas pourquoi le titre, la sonate à Kreutzer, est resté dans ma tête, tout simplement comme ça. Et puis un jour, en écoutant la radio, le présentateur dit qu'en fait, la sonate à Kreutzer, à l'origine, n'avait pas été écrite pour Kreutzer, mais pour un musicien mulâtre, aujourd'hui complètement disparu, oublié. Voilà. C'était tout ce qu'avait dit le présentateur. Et comme j'étais à la recherche d'un sujet totalement différent de ce que je fais d'habitude, de mon territoire habituel, j'avais à la tête vaguement ce titre, la sonate à Kreutzer. Et puis c'est ça, le jeune mulâtre, Beethoven. Ça fait titre quelque part. Et voilà, et j'ai commencé à me documenter. Et voilà. Oui, moi je me demandais, justement par rapport à au fait que vous ayez donné une chaire en fait à Bridgetower et à son père, puisqu'il y a Georges Bridgetower, mais il y a aussi son père, Frédéric de Augustus, qui va l'introduire. Très important, oui. Très, très important, parce que c'est lui qui va lui ouvrir les portes de Paris et des villes européennes, et vice-versa d'ailleurs. Et moi, ce que je me demandais, c'est comment le romancier arrive à maintenir l'équilibre, en fait, entre la grande histoire dans laquelle s'inscrit cette histoire familiale, ce parcours du père et du fils, comment il arrive à maintenir l'équilibre, à ne pas se perdre dans l'histoire qu'il crée et dans la grande histoire. Oui, alors c'est la première fois que j'écris un roman à partir de faits réels. Tous mes romans, c'est de l'imagination. Alors, le problème qu'il y a, c'est que quand on écrit un roman comme ça, basé sur des faits réels, on commence d'abord par la documentation, vraiment. Et surtout, quand on a un défaut, que le mien, ça dit d'avoir été professeur de ce qu'on appelle les sciences dures, les sciences exactes. Quand on a la documentation, on fait la recherche, on s'y colle, etc. Donc, le grand danger, c'est on a toute cette documentation, mais ensuite, il ne faut pas que ça vous écrase. Vous lisez bien ce qui est réel, ce qui est vrai pour le cadre mettre en place, mais sortir de cette documentation, transcender maintenant et essayer maintenant d'agencer tout ça autour d'une histoire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que la période, quand j'avais commencé à écrire le roman, je ne savais pas, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que cette période, 1789, début du 19e siècle, mais c'est une époque riche, comme a expliqué tout à l'heure Mohamed. C'était une époque où il y a transformation des mœurs, des sciences, de la philosophie. Là. Pour moi, c'est pain béni. Et puis c'est l'époque où justement il y a les trois grands musiciens qui ont vraiment formé les canons de la musique classique actuelle. Mozart, Beethoven et Haydn. Les trois étaient là, pratiquement contemporains. Mais alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de toute cette documentation-là? Eh bien, j'ai trouvé donc le fil rouge, que vous avez bien détecté, le père et le fils qui traversent l'Europe. Voilà. Moi j'ai une question, toujours sur cette question, parce que c'était le premier axe de mon intervention, du rapport entre littérature et histoire. C'est-à-dire que moi, ce livre m'a réconcilié d'une certaine manière avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'exofiction. C'est-à-dire le fait qu'un romancier puisse, par son art, la littérature et la fiction, prendre en charge des vies réelles. Écrire vraiment des vies réelles. Ça m'a toujours posé problème parce que pour moi c'était un problème moral. Est-ce que la littérature avait la légitimité pour s'immiscer sur le terrain où l'histoire régnait en maîtresse régnait en maîtresse? Quel est selon vous la part fondamentale de la fiction et de la littérature sur l'écriture de la vie, comme vous l'avez fait? Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut faire attention. En fait, ça, ce n'est pas un roman historique. C'est un roman qui est placé dans une période, bien sûr, de l'histoire. Ce n'est pas un roman historique comme vous trouvez dans les librairies, roman historique. Non. En fait, c'est un roman qui tourne autour d'un monde, d'une Europe qui est en train de changer, qui est en train de
faire sa grande mutation vers les sciences, la philosophie, la liberté, et surtout la liberté. Et, comme je suis africain, le combat des Noirs, la lutte contre l'esclavage, toutes ces choses-là, et puis aussi les héros, des gens qui sont considérés des héros en Europe, des gens comme les Voltaire, les Jefferson, montrer leur face cachée quand même, leur face sombre que les gens ignorent. Donc en fait, c'est plutôt ça, c'est plutôt toutes ces idées qui m'ont... C'est lui, vous voyez, c'était plutôt ça. Beaucoup plus que vraiment l'histoire, parce que bon, si on veut connaître l'histoire de Condorcet ou d'Olympe de Gouges, on peut aller lire des biographies. Mais comment il s'insère dans ce bouillonnement? Voilà, c'est ça mon roman. Voilà, peut-être. Voilà. Et Virginie? Et justement, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de très 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 actuel dans ce combat des Noirs? Parce que par moments, la musique, elle apparaît comme un peu métaphorique de tout ça. Par exemple, Saint-Georges, vous dites que son intégration, elle est apparemment réussie, que la musique à Londres, elle est très cosmopolite, elle accueille les étrangers, etc. Mais en même temps, les genres musicaux sont très cloisonnés. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose, le passage sur la police des Noirs aussi, hein, qui va arrêter le père. Oui. Est-ce que c'est pas une façon de parler justement de... Oui, justement, c'est ça l'intérêt, je pense, de ce genre de... Enfin, ce que j'ai voulu faire, parce que si ce n'était qu'un roman historique, bon, raconter l'histoire, etc., bon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais comme ce sont toutes ces idées, on regarde, c'est un regard, en fait, qu'on porte sur le monde, et on voit qu'il y a des résonances contemporaines que vous venez de soulever. Bon, à l'époque, la musique était vraiment centrale. Hein. C'est là où la société s'organisait, les salons, etc. Bon, maintenant, la musique est dans les grands salons, la musique est moins centrale, mais la musique est quand même importante. Mais les échos, maintenant, à l'époque, on pensait déjà qu'il y avait trop de Noirs en France. Donc, on a créé une police des Noirs. Ça, c'est le titre officiel, la police des Noirs. Qui contrôlait les Noirs. Les Noirs devaient porter ce qu'on appelait une cartouche, sorte d'étui dans lesquelles il y avait leur identité, ça ne rappelle pas des choses, tout ça. Donc, on contrôlait. Donc, c'est terrible comme 2 siècles après, on retrouve la même chose. Et déjà, la violence aussi, la différence entre le fait que les British Terror n'ont pas l'habitude. Alors qu'en France, il y a ce contrôle d'identité. Voilà. Ailleurs, il n'y a pas ça. Voilà, exactement, qui arrive. Moi, j'aimerais juste faire le lien, justement, avec... on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, avec les romans qu'on a effectivement aujourd'hui. Et peut-être Toufa va nous en parler rapidement. Sur l'aspect, parce que comme je l'ai dit, Emmanuel Dongala habite aux États-Unis, il est congolais. Très souvent, les gens, ils écrivent le roman. Il y a un terme que Jacques Chevrier a utilisé, le roman de la migritude. Ce que vous lirez beaucoup, en fait. Hein, c'est des gens comme moi qui écrivent sur « je suis parti en Afrique, j'ai vécu en Europe, voilà mes difficultés ». Et là, Emmanuel Dongala, il sort de là. Ça n'a absolument rien à voir, il n'est pas dans... Mais on a des romans qui sont... Déjà, j'aimerais bien l'avis d'Emmanuel sur ce genre littéraire. Oui. Et ensuite, on va parler aussi de... C'est un livre qui a très très bien marché et dont on a beaucoup parlé dernièrement. Oui. En ce moment, ce livre d'Ibolobo est très intéressant parce qu'en ce moment, on ne sait pas pourquoi, il y a une explosion de talents de jeunes femmes anglophones du Nigeria, du Kenya, du Ghana. C'est extraordinaire. Il y a Ibolobo, Here Come the Dreamers, qu'on a traduit en français. Voici venus les rêveurs. Il y a le très 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 beau livre de Chimamanda Adichie, Americana. Il y a la Ghanéenne Ghana Must Go. Ghana Must Go, je ne sais pas comment traduit. Bon, je l'ai lu là-bas en anglais. Il y a aussi un livre qui vient d'être traduit de Giachi, une Ghanéenne, qui s'appelle le titre anglais, le titre original c'est Home Going. Et en français, on a traduit No Home comme titre, etc. Donc, il y a toute cette littérature, effectivement, qui confronte
des Africains qui sont aux États-Unis. Et ça, voilà, c'est un exemple brillant. Et je ne sais pas pourquoi, dans une période, tout d'un coup, comme si dans le fond de l'air, c'est curieux. Trop plein de tout ça. Déjà, Toufa, tu nous en parles un peu, et puis on va... Oui, alors Imbolo Mboué, alors Voici venir les rêveurs, c'est l'histoire d'une famille. Donc la famille, c'est un père, Djende, Neni, sa femme, et leur fils, Liomi, qui ont émigré aux États-Unis. Donc Djende a commencé par y aller tout seul. Par des moyens, voilà, il est allé clandestinement aux États-Unis en espérant obtenir l'asile. Un peu comme on fait en France, on vient avec un visa de 3 mois, puis on essaye d'avoir un séjour, etc. C'est exactement le même processus. Et lui, son rêve, c'est de vivre en Amérique et de faire venir sa femme et son fils en Amérique. Donc il travaille pendant 2 ans, très très dur, et il fait venir sa femme en Amérique et son fils. Et donc là, il va avoir un travail chez un riche fonctionnaire de Wall Street qui va l'embaucher comme chauffeur en lui disant « Tout ce que tu entendras, il ne faut pas que tu le répètes ». Et pourquoi il lui dit ça? Parce que ce roman se passe à l'époque où il y a eu l'effondrement de la banque Lehman Brothers et peu de temps après l'effondrement d'Enron aussi. Et donc... c'est une période assez critique pendant laquelle Djende va être confronté aux problèmes de conscience de son patron, qui va se demander est-ce que mon travail a du sens parce que je suis en train de contribuer à un système qui pourrit de l'intérieur, qui est en train de dépouiller les Américains, etc. Bon, pour moi, c'était un peu le cliché du riche américain de Wall Street, et c'est vrai que ça m'a un petit peu gênée aussi. C'est un très bon roman. J'ai trouvé que c'était un bon roman, mais comme disait Joss sur ce roman-là, on en reste là, en fait. On n'est pas surpris. C'est ça le problème. Et ça couvre beaucoup de choses. Donc la question de ces Africains qui vivent aux États-Unis sans papier, à faire des boulots. Qui vivent dans la peur. Et de l'autre côté, cette famille riche dont le mari Wall Street, la femme elle est à la maison. La femme est une parvenue, elle est présentée comme une parvenue. Voilà, quelqu'un qui était pauvre et qui réussit à monter, qui réussit à monter. Mais ce qui est dommage, c'est un bon roman, je dirais un bon roman de guerre, c'est ce que j'ai dit, on passe un bon moment de lecture, mais ce qui est dommage, c'est que peut-être parce qu'il y a ce trop plein de livres qui sont dans ce sens-là, qui sont dans ce style-là, de parler de cette Afrique, de cette Afrique qui est en Occident ou aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de surprise, quoi. On a l'impression de regarder un bon film de TF1 l'après-midi. Parce que dans le rôle du chef de l'homme d'affaires, dans le rôle de l'homme d'affaires, M. Edwards, on verrait un Hugh Grant, vous voyez. Et puis, c'est écrit, c'est très américain, je trouve, dans le style d'écriture, parce que c'est très visuel. Oui. C'est très filmique. On a l'impression qu'un metteur en scène peut prendre simplement ça, et il met les acteurs, et puis ça fait un joli film. Oui, c'est très bien scénarisé. C'est écrit, c'est efficace. Il n'y a pas il n'y a rien d'extraordinaire dans l'écriture, mais c'est efficace. C'est plus une écriture de polar, où c'est direct, c'est efficace. Franchement, moi j'ai bien aimé le lire, hein, mais voilà, par rapport à... C'est vrai qu'il y a eu un buzz, énorme autour de ce livre, parce que les droits de ce livre ont été payés à $1 million, je crois. Et peut-être que, comme il y avait ça aussi en fond, on a tendance à être c'est un peu déceptif, la lecture, forcément. Mais c'est un joli roman, mais honnêtement, une fois qu'on a fini de lire, on s'y retrouve beaucoup, on connaît en fait, surtout quand on lit en tant que... Et même dans l'intrigue, même dans la narration elle est linéaire, c'est joli, c'est sympa. La partie Wall Street, c'est intéressant parce que justement, pas beaucoup d'Africains ont abordé cet écroulement du système capitaliste. Et puis la vie de M. Edwards aussi, qui est assez intéressant. Donc, dans la plume d'une Africaine, c'est intéressant, c'est original, mais le problème, c'est que quand on a regardé tous les films qu'il y a eu sur cette période-là, le Wall Street, tout ça, ça fait un peu du thé, quoi. C'est un peu du réchauffé. Donc, en étant intéressant, en étant original, ce n'est pas assez original, je trouve, pour que ça reste dans les mémoires. Ça reste ça reste un bon roman. Voilà, un bon roman qui se lit facilement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, c'est vrai. Comme je vous dis, c'est ça, quoi. Beaucoup. Et puis aussi, il faut savoir que beaucoup de aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle writers
school, writing school. Voilà. On apprend à écrire. On apprend à écrire, voilà. Souvent, c'est un peu formaté. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Ça fait un peu formaté, parce que Virginie va nous en parler tout à l'heure, de Kofi Kawaoulé. Quand on parle de narration, d'écriture, il y a des auteurs qui prennent des risques quand même. Après, on peut ne pas aimer, on peut ne pas rentrer dedans. Ce qui est dommage avec Imbolo Imbwe, c'est que c'est un peu fade, mais ça reste sympa à lire. Après, pour revenir justement, sur le livre, Mohamed, je sais que tu avais d'autres questions. Non, je crois que je n'ai pas encore lu le Imbolo Imbwe, mais je crois que sur cette question vraiment des Africains qui sont en pays étranger, je crois que l'exemple magistral de ce que c'est vraiment, c'est la situation du père, précisément. Tout à fait. Dans la sonate à Bridge-Tower, on a le père de George Bridge-Tower, donc c'est un homme qui est aussi finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, à la fin, à un moment, on a l'impression que c'est un arriviste. C'est quelqu'un qui use un peu de son entre-gens, qui a des facilités un peu à se glisser dans les mondanités, qui a des facilités à créer des discussions, qui sait profiter véritablement de ce qui se passe. Et à un moment, et c'est surtout un homme qui, tout en étant noir, tout en étant dans une société où les noirs ne sont pas toujours très bien vus, joue un peu de sa qualité de noir pour impressionner. Il joue un peu de l'exotisme, de la soif d'exotisme. Il en joue pour... Et il ne veut pas, paradoxalement, être considéré comme un noir. Il veut vraiment s'intégrer à fond. Mais ce qui est là où je trouve qu'il prend une épaisseur dramatique, c'est lorsqu'il se rend compte que, quels que soient ses efforts, il n'arrivera pas à intégrer cette société-là. Moi, je voulais simplement vous demander, est-ce que, c'est-à-dire, quels sont les ressorts, justement, de ce personnage-là du père? Oui. Alors, le père, justement, vous avez très bien vu, c'est ça. Bon, c'est un homme très intelligent, roublard, qui veut que son fils réussisse. Voilà. Donc, il n'est pas bête, il n'est pas idiot. Il arrive, c'est une époque où la mode était ce qu'on appelait l'orientalisme. L'orientalisme, vous avez un siècle avant, c'était dans le bourgeois gentilhomme c'est Molière où il y a les mamamouchis, là, c'est là. Voilà. Donc, à cette époque-là aussi, alors, il dit, moi, je veux réussir, je veux introduire mon fils dans ce milieu-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il réfléchit par lui-même, il ne se laisse pas manipuler. C'est lui, au contraire, qui manipule les gens. Vous voulez de l'exotisme? Parce que l'orientalisme, c'était un exotisme un peu facile, un peu kitsch, là, tout ça. Il voulait de l'exotisme, eh bien, je vais vous en donner. Donc, il s'habille en castan, près en piquant, turban, près d'Abyssinie, alors que c'est... Et ça marche. Ça marche, oui. Vous me prenez comme un idiot, et bien, je vais jouer l'idée comme ça pour vous adonner. Et voilà, comme ça, il creuse son chemin, et petit à petit, et il est intelligent. Il veut que, pour que son fils réussisse, il faut qu'il s'intègre totalement dans la société, qu'il soit un petit anglais. Il a tellement réussi qu'en fait de compte, son fils lui échappe. Et au fur et à mesure que son fils lui échappe, lui se rend compte de sa condition de noir et il se radicalise, utilisant le mot à la mode. Et voilà. C'est que j'ai lu vraiment, entre les deux, il y a cette... en effet, c'est que son fils réussit, et la réflexion que je me suis faite, c'est que la raison pour laquelle son fils réussit et pas lui, c'est que son fils a du talent. Oui. Et lui, il n'en a pas. Et ça m'a fait penser que finalement, et peut-être que c'est le cas encore aujourd'hui, c'est que pour qu'un noir puisse être accepté dans une société qui n'est pas la sienne, il faut qu'il ait nécessairement du talent. Est-ce que c'est... En tout cas, qu'il serve de façon... comment dire... Il faut qu'il excelle. Qu'il excelle. Ah oui, oui. C'est vraiment. Est-ce que... C'est le cas aux États-Unis où on dit que quand tu es noir ou réussi, il faut que tu sois 2 fois plus brillant que le blanc qui est à côté de toi. Parce que c'est ça. Parce que les talents des noirs sont souvent méconnus. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui passe là, en ce moment-là sur les figures de l'ombre, là, ces femmes calculatrices brillantes à l'époque où les ordinateurs n'existaient pas encore. Complètement effacées de l'histoire, alors qu'elles avaient fait un travail remarquable. Oui, c'est ça. Aux États-Unis, les Noirs disent ça. Il faut être deux fois plus brillant, plus fort.
etc. qu'un blanc pour réussir. Pour faire le lien avec justement le jeune Bridgetower qui réussit, parce qu'il est excellent, le roman de Racine d'amertume de Landry Soussoumienne. Alors, dans Racine d'amertume, justement, il y a un personnage qui s'appelle Banji. Déjà, Racine d'amertume, c'est un médecin. Oui, c'est ce que j'allais dire, justement, parce que on parle ça de quoi, ne lui suffit pas à ce Banji Sanou, effectivement, qui est un médecin béninois, qui vit en France, à Cherbourg, depuis 12 ans, qui est un médecin formidable. Il y a beaucoup de chapitres qui décrivent comment il réussit à sauver les gens, etc. Très médicalisé, d'ailleurs, comme écriture. Parce que l'auteur est... Effectivement, il s'y connaît bien. Il s'y connaît bien. Il s'y connaît bien. Beaucoup de détails. Mais cet homme-là, ce qui est tragique, c'est qu'il est rejeté malgré tout. Malgré le fait qu'effectivement, tout le monde lui renvoie, et ses patients en particulier, l'image qu'il est un médecin exceptionnel. Et ce qui est intéressant dans Racine d'amertume, c'est que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a une espèce de plafond de verre et qui fait le mouvement de rentrer. Un peu comme Gendé. Et qui rentre plus ou moins, mais... là aussi, il y a un... Mais il est obligé de rentrer parce que sa mère meurt, en fait. Donc, mais après, il y a le côté déceptif de celui qui est rentré. Sans rien. Voilà, c'est... justement, Toufat aussi, tu l'as lu, le Soussoumienne? Alors, il y a un vrai parallèle, en effet, avec le héros de Imbolo-Mboué, dans le sens où il rentre, mais il rentre sans avoir accompli quelque chose de totalement extraordinaire qui pourrait justifier le fait qu'il rentre. Il rentre tout court. Et ça, c'est il se retrouve à ne plus avoir la place qu'il avait dans sa société d'origine et à devoir encore se poser des questions existentielles. Et c'est un peu le même défi, en fait. Il n'arrive pas finalement à trouver aussi sa place. Donc le Landry Soussoumienne, c'est un petit éditeur. C'est un auteur béninois qui est plutôt intéressant, qui a été sélectionné d'ailleurs dans la liste du prix de la Seine, qui est le prix des auteurs engagés. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est, on le dit ici, vous savez, il y a une statistique qui dit qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Et il s'inscrit exactement dans ça. C'est un médecin ici et qui est un médecin noyé dans la masse, le médecin lambda, et chez lui, où il est censé faire la différence. Lisez le roman, c'est pas aussi évident que ça, le mouvement de retour. Si je reviens sur les Bridge Towers viennent en France en recherche de la gloire, où ça se passe plutôt bien. On parle d'Angleterre, mais ensuite le retour n'est pas aussi aisé. En tout cas pour le père. Le retour dans un endroit en Autriche où qu'il est censé connaître parce que c'est quelque part chez lui, ne se fait pas de façon aussi aisée parce que peut-être que le voyage les a changés. Le fait qu'il soit parti, que Bridgetower, comme tu le disais, se découvre sa noiritude, si on veut, l'a changé. Mais ce qui est, pour le coup, un peu déceptif, c'est qu'il disparaît du roman aussi bien qu'il disparaît de l'histoire. Et ça, j'en veux à l'auteur. J'aurais aimé savoir le Bridgetower. Pourquoi ne pas avoir suivi un fil avec le père? Mais oui, parce que c'est sous-entendu. L'histoire réelle, c'est aussi ça qu'il a été expulsé d'Angleterre, donc ça. Mais d'accord, ça c'est le réel. Oui. Mais j'ai suggéré peut-être qu'il était du côté de Haïti. J'ai suggéré ça un peu. Voilà. Et puis aussi, son fils aussi revient à Vienne quand il apprend que sa mère est malade et tout ça là, et il a un autre destin. Mais il faut aussi savoir que tous ces gens-là, ces Noirs-là, ces mulâtres, les Saint-Georges, Alexandre Dumas, tout ça là, il y avait quand même, comme on dit maintenant, un plafond de verre, parce qu'ils étaient bien intégrés, certes. Mais quand on a voulu nommer Saint-Georges, Saint-Georges était très connu, ami de la reine Marie-Antoinette, ils faisaient de la musique ensemble, etc. Mais quand le roi et Marie-Antoinette ont voulu le nommer directeur de l'opéra à Paris, les divas, les danseuses n'en ont pas voulu. Ils disent qu'on ne peut pas recevoir des ordres de mulâtres. Donc, voilà, c'est le même destin que Soliman. Peut-être qu'on en parlera plus tard, je ne sais pas. Angelo Soliman, qui est un personnage qui a une fin assez terrible dans le livre, qui a été l'un des mentors de Georges Bridgetower et de son père, qui les a un petit peu introduits aussi dans la société viennoise. C'était une figure connue, très célèbre en Autriche. Finalement, Georges Bridgetower, lorsqu'il grandit un peu,
il a perdu un peu de vue, un jour tombe sur le journal, sur un petit entrefilet, qui dit simplement que Angelo Soliman est mort dans une rue un peu misérable d'une apoplexie. Et ce personnage qui était finalement assez important, qui était assez ami du prince, de l'empereur d'Autriche. Fini finalement comme... Et c'est un personnage réel, hein, Soliman. Je me posais la question sur la réalité de certains... Absolument, allez voir... à Vienne, il y a pas longtemps, il y a eu une exposition. Allez voir dans les encyclopédies, Wikipédia, tout ça là, vous trouvez Soliman. Mais lui, Soliman, c'est très intéressant parce que lui, il est arrivé en Europe par l'autre esclavage dont on ne parle pas. Arabo-musulman. L'esclavage arabo-musulman qui était très important. Ça a duré plus longtemps que l'esclavage transatlantique du 7e siècle jusqu'au... Maintenant, s'il peut dire, aller en Mauritanie. Exactement, c'est pas totalement. Voilà. Donc, lui aussi, ami de l'empereur d'Autriche. Et quand il est mort, eh bien, on l'a tout simplement naturalisé, empaillé et mis dans un musée. Et encore, il avait épousé dans la même cathédrale à Saint-Étienne de Vienne que Mozart a épousé sa Constance. Et sa femme était la sœur du général Kellermann. Ça vous dit Kellermann, mais vous n'avez pas fait d'études à Strasbourg parce que c'est... il était de Strasbourg. Ah oui, ouais. Eh ben, c'est Kellermann a été fait duc de Valmy. C'est un général de Napoléon. C'est lui qui a remporté la première grande bataille de la Révolution, Valmy. Le général Kellermann. Eh ben, c'était sa sœur qui l'avait épousé. Et malgré tout, ben, cette intégration avait des limites. Je vais juste demander à Virginie de nous faire un lien avec le Kofi Kaolé, comme ça on va en parler. Si tu pouvais nous parler de la déchéance justement on parlait de fils et de mentor de Maximilien, des personnages de Kofi Kaolé. Ensuite on parlera de l'écriture parce que c'est très important. Mais déjà de nous dire ce qu'il y a dans ce livre. Les deux c'est compliqué, mais effectivement Nouvel An chinois se passe dans un quartier de Paris, quartier Saint-Ambroise, la cité Popincourt, et c'est l'histoire d'un adolescent, Ézéchiel, qui a perdu son père, qui vit dans une espèce de réclusion, qui dit qu'il médite. En fait, il se masturbe un peu toute la journée. Tout le temps. Il est pris dans ses fantasmes et à la fois il est complètement coupé du monde. Et c'est en même temps une intrigue qui va le mener à rencontrer une dentiste de laquelle il va s'éprendre, Melza Cohen, dans une période qui est celle du Nouvel An chinois. Donc effectivement, là-dessus, Kofi Kaolé va greffer tout un tas de propos, là encore très actuels, hein, pour rejoindre ce que vous disiez, puisqu'il y a un personnage du quartier qui s'appelle Monsieur de Montfaucon, qui tient des propos extrémistes. Il est extrêmement anti-chinois, extrêmement raciste. Extrêmement raciste, anti-chinois. Les Noirs, les Arabes, ça passe encore, mais les Chinois, il fait une fixette. Voilà. Et en fait, bon, ben, comme tu disais, tu parlais de déchéance, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu veux dire par déchéance? Non, mais disons que le gamin, c'est vrai que le gamin, il a des mentors. Le gamin, il se retrouve enfermé sur lui-même parce que son père décède. Sa mère est en train de perdre les pédales. Sa sœur fugue. Donc à 16 ans, il se retrouve un peu livré à lui-même. Et il rencontre cette dentiste. Donc, il devient mais totalement fou. Et le roman d'ailleurs commence de manière très violente. Ça commence par un fantasme qu'il a, avec sa mère, d'inceste. Mais ça commence, c'est très violent, c'est très Samy Tchak. Hein, pour ceux qui ont lu Samy Tchak, c'est très proche de la violence de Samy Tchak. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se fait des films en permanence. Et la performance, c'est que Kaolé est un coup dans sa tête, un coup dans la réalité. Donc parfois, on part dans un truc mais extrêmement violent. Et puis on se rend compte, en fait, on est dans la tête, il est en train de fantasmer, et après on revient dans la réalité. Mais disons qu'il y a ce couple qui arrive à le remonter, à le ressortir, à le faire revivre. Mais en fait, c'est un couple qui, lui, est dans la déchéance. Oui, parce que la dentiste est en couple avec Maximilien, qui est, lui, en fait, atteint d'une maladie qui l'emmène vers la mort.
Et en fait, on voit cet extrémiste qui va de plus en plus loin jusqu'au drame. Voilà. Donc on a l'impression que au départ, on voit un gamin qui est en train de, grâce à ses mentors, de remonter, hein, un bridge tower que le prince prend sous son aile et puis il commence à rayonner. Mais après, bah, c'est une série de drames. C'est une série de drames parce que il y a, je ne sais pas si je dois le dire, mais il y a deux Montfaucon qui craque et qui fait une tuerie massive. Il y a le gamin qui a des pensées de plus en plus suicidaires, ou plutôt des envies de meurtre, de plus en plus, et on va très loin parce qu'on est dans sa tête. On est dans le fantasme de celui qui va tuer, qui devient quasiment, qui va devenir serial killer. Et après, la limite, elle est tenue. Et sur la fin, c'est là où je reviens encore à Samy Tchak, parce que souvent je lui dis, il a toujours une façon bizarre de finir ses romans, Samy Tchak. Parfois, quand on finit un roman de Samy Tchak, on se dit, mais j'ai pas tout à fait compris. Et sur la fin de ce roman de Kofi Kaole, qui est excellente, on ne sait plus trop si le gamin se rend compte qu'il est dans son rêve, dans son fantasme, ou il est dans la réalité. Et je ferai le parallèle entre ces deux romans qui, en termes d'écriture, justement, de choix de narration, celui-là, il faut s'accrocher, quoi. L'auteur choisit une narration qui peut être, je ne sais pas si on doit appeler ça de la poésie ou si c'est plutôt dramatique, parce que c'est un dramaturge. Donc, est-ce que c'est plutôt justement la patte du dramaturge qui fait qu'il y a une manière de raconter où il faut s'accrocher, il y a beaucoup de répétitions, surtout au début, des répétitions, il y a beaucoup justement, les allers-retours qu'on fait entre le fantasme du gamin et la réalité fait que parfois on se perd. Parfois on se perd. Mais j'ai adoré lire ce roman parce que justement, on a un travail pour le coup, il y a un travail de l'auteur où autant ici c'est formaté, c'est sympa. Mais là, on se dit, on peut pas écrire. Il y a deux personnes qui ne peuvent pas écrire comme il écrit. On se dit, là, c'est Kofi Kaole, il y a peut-être que lui qui est capable d'écrire comme ça. Sur d'autres romans, on peut se dire que d'autres personnes peuvent, mais là, c'est vraiment un très très bon roman. On sent l'homme de théâtre, hein, parce que chaque personnage a sa propre parlure, son propre vocabulaire. Le fou extrémiste, quand il débarque, c'est vraiment une mise en scène. Et puis ce que tu dis, sur la frontière, alors est-ce qu'on est dans l'intrigue, est-ce qu'on est dans sa tête? Voilà, il travaille toujours sur l'illusion, sur nous prendre au piège. On est vraiment... Et du coup, moi, pour rebondir sur Bridge Tower... Okay. Il y a une forme de théâtralité quand même aussi dans ce que vous décrivez. À un moment donné, vous dites tout décor à son envers ou quelque chose comme ça. Hein, je vais dire un mot, oui, je vais répondre, mais un mot sur l'écriture là. Oui, c'est très important. Par exemple, moi, ici, j'ai volontairement voulu faire une écriture très classique, pas vraiment... 18e siècle pour ne pas faire désuet, hein, mais très classique quand même, parce que si vous lisez mon autre roman de Michel Méchant, ou photos de groupe, les femmes qui se battent au bord du fleuve, là, qui cassent des cailloux pour survivre, c'est tout à fait différent. Donc ici, vu la période, etc., donc j'ai délibérément choisi une écriture très, très classique, etc. On va demander peut-être à Mohamed et Toufa deux dernières questions, parce que malheureusement, Emmanuel Dongala, il est attendu dans une autre librairie dans Paris. Donc, il va avoir un taxi qui va l'attendre bientôt. Donc on va peut-être... Mais il y a le temps encore, c'est à 19h30, moi. 19h30 ou non, comme d'accord, la pression. Donc, on nous a dit qu'il fallait que vous y soyez pour 19h. 19h, donc on s'est dit bon. D'accord. Une petite question, Toufa et Mohamed. Oui, juste une petite question pour faire le parallèle avec ce roman-ci que je vais présenter très très rapidement, Chicago, d'Alaa El Aswany, qui pour le coup, alors ça ne parle pas de noirs, mais d'Africains quand même, parce que c'est un Égyptien. Un dentiste égyptien, Alaa El Aswany, qui a fait ses études aux États-Unis, dans l'Illinois, et qui donc raconte la vie d'une jeunesse qui a aussi étudié à l'Université de l'Illinois, et des professeurs aussi, qui sont égyptiens, américains, et qui y travaillent aussi. Et dedans, il y a l'histoire d'un personnage
qui s'appelle Rabat, si je ne me trompe pas, et qui a décidé, comme Frédéric de Augustus dans la sonate à Bridgetower, de travestir sa personnalité, de devenir un Américain, totalement, au point qu'il repousse tout ce qui est lié à l'homme oriental, qu'il trouve barbare, arriéré, etc., qui élève sa fille à l'américaine, qui a épousé une américaine, et qui, au bout d'un moment, est confronté à son décalage par sa fille, qui commence à se demander quelle est sa propre identité, d'où elle vient, et qui commence à lui en vouloir, en fait, d'avoir avalé son identité première. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous pensez, parce que ça se passe dans les années 90, est-ce que c'est une condition sine qua non, en fait, pour réussir d'aussi, non seulement avoir du talent, mais aussi de travestir sa personnalité, en fait? Mais c'est la question que se pose aussi Bridgetower, le père de ce roman. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est... Mais il y a les deux. Lui, il a choisi de montrer sa différence, même inventé, etc., prince africain, l'étranger, l'exotisme. Mais par contre, pour son fils, il le pousse vraiment à devenir... il faut voir que à cette époque-là, les mulâtres qui étaient en France, mulâtre, c'était un mot bien précis. Mulâtre veut dire demi-blanc. Parce que quand on a des quarts de blanc, c'était quarteron. Quand on avait huitième de sang blanc, c'était octavon. Vous voyez, c'était vraiment très évident. Mais il faut remarquer qu'à cette époque-là, les gens comme il faut le dire, comme les Saint-Georges, les Dumas, tout ça, eux, ils voulaient, c'était des mulâtres dans une France où il y avait encore l'esclavage, mais eux, ils évoluaient dans l'aristocratie et ils ne voulaient rien avoir avec les autres noirs, donc ils voulaient vraiment devenir français, gommer tout, être comme français, contrairement aux noirs d'Angleterre où eux, ils ont assumé vraiment leur position de noirs et ils ont laissé des grands textes très connus dans les pays anglo-saxons, mais pas ici. Des gens comme Equiano, des gens comme Ignatius Sancho, dans les universités, on étudie ces textes. En France, vous ne trouverez pas à cette époque un grand texte de noirs ou de mulâtres contre l'esclavage, ce que vous trouvez en Donc ça c'est une très, très, très grande différence. D'ailleurs, l'un des seuls livres de Dumas où on fait intervenir la question du noir, qui s'appelle Georges. C'est peut-être l'un des moins connus de Dumas. C'est peut-être l'un de ceux dont on parle le moins de ce livre. Mohamed, peut-être que tu avais une dernière. Oui, enfin, moi, on parlait tout à l'heure de la question de l'écriture. J'aimerais finir par ça. Je vous encourage, je vous exhorte vraiment à acheter et lire ce livre parce que c'est au-delà de tout ce qu'on apprend, au-delà de toute la réflexion sur la condition des Noirs, sur la réflexion sur les bouleversements politiques de l'époque, c'est que c'est vraiment l'écriture pour moi qui vraiment est le cœur de ce livre-là. Vous avez tout à l'heure parlé de votre volonté de revenir à une langue plutôt classique. C'est vrai, elle est très belle, très équilibrée, elle est extrêmement claire, en sorte que sur des différentes périodes et sur une période qui est finalement assez emmêlée, on arrive à lire de façon très claire ce qui se passe. Et moi, je voulais simplement demander quelle était l'influence de la musique dans tout ça. Vous avez dit, c'est-à-dire entre écriture et musique. Parce que moi, je l'ai lu finalement comme une partition, d'une certaine manière. Et vous avez écrit comme un maître compose, d'une certaine façon, ce roman-là. Et je voulais simplement vous demander si le fait d'avoir, pendant les recherches, été très habitué à la musique, n'a pas finalement eu une influence sur vous attendez devant l'université. Très bien. Je ne sais pas mais ce qui est vrai, c'est que la musique traverse effectivement tout le roman, mais j'ai... Congolais, j'aime beaucoup la musique. J'ai consacré un recueil de nouvelles qui s'appelle Jazz et vin de table. C'était ma période jazz. Et ceux qui connaissent, il y en a qui connaissent mon livre Photo de groupe au bord du fleuve, sur les femmes, là. Il y a un passage vers la musique, la rumba congolaise, où les femmes se battent
à coup de musique. C'est typique, les femmes chez nous, au lieu de se couper le chignon, elles balancent des airs de musique et ça peut être très sanglant aussi. Il y a des chansons très célèbres qui sont des rivales, une rivale qui parle à l'autre rivale. Voilà, à travers une chanson. On retrouve ça aussi dans d'autres pays, oui. Oui, certainement. Et puis, bon, ici, c'est la musique classique. Donc, mon univers, vraiment, maintenant, est vraiment une type de musique. C'est presque un lieu, comment je vais dire que c'est une écriture musicale, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait la spécifier un peu plus. Mais je crois que, en tout cas, l'influence de la musique, je la sens. Et, à tel point que, pour moi, la plus belle scène du livre, c'est un peu la scène finale. C'est-à-dire, c'est quelques heures où Beethoven et George Brüster interprètent pour la première fois. Bingo. Bingo. C'est ça. Parce que tout le livre, en fait, tout ce livre, je l'ai écrit pour arriver à cette scène-là. Voilà, parce que, en fait, tout le livre, c'est listé. Comment est-ce que pendant 45 minutes, enfin, peut-être un peu, parce que j'ai écouté, je la connaissais un peu, mais j'ai écouté pour la, etc. Et exactement. La sonate dure, quoi, peut-être 35 minutes, ouais, plus. C'est 40, et oui. tout le livre, c'est 400 pages quasiment. Pour arriver à c'est pour ça, c'est vraiment exactement. De ces ah, mais je suis très content d'entendre ça. Je vous ai dit qu'il était brillant. Je vous ai dit qu'il était brillant. C'est exactement ça. Ce livre-là, je ne serais pas aussi brillant que lui, mais c'est... Quand il parle d'écriture, c'est très important parce que moi, je m'appuie beaucoup sur la manière de raconter plutôt que ce qu'on raconte. Mais Emmanuel Dongala, sur tous les livres qu'il écrit, ça n'a rien à voir en termes d'écriture. Mais vraiment, rien à voir. Et c'est une vraie prouesse que de passer entre l'enfant soldat de Johnny McDougall et le Jazz Even Palm. Jazz Even Palm, c'est extraordinaire, les petites nouvelles qu'il y a dans le Jazz Even Palm. Et là, quand on lit, on se dit, il y a une maîtrise de la langue française, il y a une maîtrise de la maîtrise, mais vraiment, quand on lit ça, on se dit, mais... Vous savez, Samy Tchak une fois disait que c'est très difficile quand on n'écrit pas dans sa langue maternelle parce qu'on est souvent obligé de contourner, de prendre des contours pour utiliser, pour parfois certains mots qu'on ne maîtrise pas. Et donc nous, souvent, les auteurs africains, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une expression, un truc un peu joli, et puis on contourne. Mais là, chaque objet a son nom. Le mot est utilisé comme il faut, à chaque instant. Il y a des objets qui n'existent pas dans nos langues, et donc quand on veut en parler en français parce qu'on ne connaît pas le mot, on prend une espèce de périphrase, on fait des détours, et là, c'est vraiment extraordinairement bien écrit. C'est très maîtrisé, vraiment. On sent vraiment on sent un romancier en pleine possession de J'aimerais ajouter aussi, pour sortir un peu du roman, c'est que il faut savoir que la sonate à Bridge Tower, comme tu as dit au début, c'est la sonate la plus célèbre, la plus virtuose, la plus difficile de Beethoven, que les musiciens me disent que un amateur ne peut pas jouer ça. Et quand il a fait cette sonate-là, il a écrit ça pour Bridge Tower parce qu'il était tellement brillant que Beethoven se dit « je dois être à la hauteur ». Et qui Beethoven? Donc, c'est si compliqué que quand la sonate est sortie, les critiques musicales ont dit que c'est du terrorisme musical. Et la personne à qui il a dédié ça, Rodolphe Kreutzer, qui était le violoniste le plus célèbre, n'a jamais joué ça. Il a dit que Beethoven ne connaissait rien à l'art de la sonate. Et Berlioz écrit quelque part que Kreutzer trouvait ça inintelligible. Donc il n'a jamais joué. Voyez, c'est pour vous dire que sans cette brève rencontre, 2-3 mois d'amitié, ces chefs-d'œuvre n'auraient pas existé. Et ça me fait penser, avec tout autre domaine, des brèves rencontres peuvent amener à des choses extraordinaires. Prenez Picasso, par exemple, qui a eu une carrière, je ne sais pas, 40-50 ans, le grand maître, mais il a eu une rencontre avec l'art africain de 2-3 ans. Mais ces 2-3 ans où il était vraiment en contact avec l'art africain, l'art nègre, l'art africain, l'art primitif, appelez ce que vous voulez, a laissé des chefs-d'œuvre, comme les Demoiselles d'Avignon. Je crois qu'il y a un truc au Cœur Branly, là, la rencontre de Picasso avec l'art nègre a duré 3 ans, 3-4 ans. Il a une carrière de 50 ans, mais c'était bref, ça arrive dans l'histoire que des brèves rencontres comme ça laissent des choses. Il y a un taxi qui va s'installer derrière. D'accord. Bon, mais... Pour ceux qui veulent très rapidement
prendre un livre, se faire dédicacer, mais en courant, en allant vite, parce qu'il y a un taxi qui attend. On va rester avec vous pour discuter rapidement, parce que on voudrait pouvoir rentrer dans cette discussion et puis parler de la étude avec vous. Mais on va devoir libérer Emmanuel. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Mali